va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça Ça va? va? Ça va? Ça va très bien. Ça va très très bien. Tu n'es pas du tout fatigué. Du tout. Pleine forme. Pas anxieux, pas contrarié. Ce que tu fais dans la vie, c'est ce que tu veux. Exactement. Comme tu veux, c'est ton choix. Ça n'a rien à voir avec l'argent, tu ferais pareil, pareil. Exactement. Si tu avais de l'argent. Ce que tu fais dans la vie, c'est ce qui te plaît. Exactement. Ton job, c'est pas pour le salaire, rien à voir. Tu aurais le choix, tu ferais pareil. Pareil. Exactement. À ce rythme-là. Exactement. Dans ces conditions-là. Exactement. Tu n'as pas peur Tu n'as jamais eu peur. de perdre ton emploi, De ne pas en trouver. Même pas peur. de perdre ton logement. De finir à la rue. Tu n'es pas inquiet, tu sais que tu ne manqueras jamais d'argent. Tu n'es pas endetté. Jamais débiteur. Quelle idée. D'ailleurs, tu as d'excellents rapports avec ton banquier. Ça va très bien. Ça va très très bien. Non? Bon, toi par exemple, comment ça va avec l'argent? Ton compte en banque, ça va? Les entrées, les sorties, ça s'équilibre? Ça va? C'est indiscret comme question. Pardon. Attends, si tu veux, je peux dire moi. Oui? Comment ça va avec l'argent? C'est dur. Oui, bah vas-y, raconte. Eh ben, en 2012, j'ai emprunté 236 459 € pour acheter l'appartement dont j'étais locataire. Belle somme. Mon proprio voulait nous expulser pour vendre. Et comme mon compagnon est intermittent du spectacle et que se loger à Paris, c'est Non mais pas raconte tout. pas ta vie non plus. Donc on a emprunté 236 459 € sur 25 ans. Et en 2037, on aura versé 350 931 € et on sera chez nous. J'aurai 65 ans. Et tu seras propriétaire. C'était pas l'idée, hein. On voulait juste ne pas se faire expulser, voilà. Heureusement que la banque a bien voulu me prêter la somme, sinon on était à la rue. Elle ne te l'a pas prêté? Ah si. Non. Attends, c'est un prêt, c'est marqué sur tous les papiers. Ah, c'est écrit, mais c'est pas vrai. Ah bah c'est pas un prêt. Bah. Bah après, c'est par exemple, je te prête ma montre. Je l'avais. Je te la transmets. Je l'ai plus. Tu l'as. Merci, je te la rendrai. Hein. Je sais. Mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que je l'avais et que je l'ai plus. Oh bah tiens. Le banquier ne te prête pas l'argent. Il l'invente. C'est un jeu d'écriture. Tu vas voir. On va jouer. Tu veux combien? 100 000. 100 000! Prêter de l'argent, ce serait transférer de la monnaie depuis la banque, qui s'en priverait, vers l'emprunteur, qui l'obtiendrait. Et en réalité, c'est tout le contraire qui se passe. La banque, c'est désormais pouvoir compter sur une somme d'argent que l'emprunteur va devoir fournir et lui verser. Le banquier ne te prête pas l'argent, il n'a pas cette somme dans ses réserves. Il l'invente par un jeu d'écriture. Un jeu très avantageux. Celui qui détient ce pouvoir d'écriture se fait payer pour ce pouvoir. 100 000, je peux vous les faire à 2% sur 10 ans. Ça fait 20 000. Ce sont les intérêts. C'est ton numéro de téléphone? Ce que je dois, misère, c'est ce que je dois, tout ce que je dois. Misère. Une vie n'y suffira pas, une vie de misère. Il te faut un emploi, un CDI. Une vie n'y suffira pas, une vie Un CDI. n'y suffira pas. Mais peut-être ta mère va mourir. Et puis ton père aussi. Et puis tu hériteras. Une vie ne suffira pas. Et voilà, 100 000! D'où ça sort ça? C'est la création monétaire. Un jeu d'écriture, je t'ai dit. Bon, donc ça y est, les 100 000 figurent sur ton compte. Tu t'en sers comme monnaie. Tu achètes ta maison avec. Bon, je comprends vraiment rien là, hein? Et confiance. La confiance, tout est là. L'argent circule. Mais les 20 000 d'intérêt, la banque ne les a pas mises en circulation. C'est toi qui vas devoir les trouver dans
l'économie. Comment ça, je les trouve dans l'économie? Eh ben, tu travailles. Tu produis des richesses pour gagner de l'argent. L'argent des 100 000 que tu dois rembourser. Plus l'argent des 20 000 que tu dois rembourser aussi. On mise sur la croissance, la création de richesses futures qui va faire apparaître les 20 000 en plus que cette banque-là n'a pas créé. Toutes les banques font pareil. Tous les emprunteurs font circuler de la monnaie et tous doivent générer de la richesse en plus pour financer les intérêts qu'ils doivent rembourser. Et hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais tout le monde n'a pas une dette à rembourser à la banque. Non, mais tout l'argent qui circule a été créé comme ça, par un crédit consenti par une banque. L'argent pour payer ton salaire, c'est pareil, hein. Les entreprises empruntent pour verser les salaires, pour payer l'outil de production. L'État emprunte pour financer les infrastructures, pour payer les fonctionnaires. Tout le monde emprunte. Quel cirque! C'est joli, non? Ça m'angoisse. Les numéros, je me fais toujours avoir. En fait, je sais pas compter. Passer un certain nombre, j'y arrive plus. Ça me sidère. Ça me dépasse. Je bug. La nausée, le tournis. J'ai tellement pas envie. T'as envie de comprendre? Moi aussi. À toi? C'est marrant quand même, hein. Quand il s'agit d'expliquer comment on fabrique les bébés, tout le monde est à fond. Et puis quand c'est pour savoir comment on fabrique la monnaie, tout le monde se pince le nez. Mais non, mais là, ça fait trop! Trop de bidule, trop de bruit, trop de boulot. Je vais exploser, moi. Ça va exploser. T'inquiète! Ça disparaît aussi. À chaque fois que quelqu'un rembourse un emprunt, la monnaie qu'il restitue à la banque disparaît. Elle est détruite. Ça n'est pas toi, tu sais, ce chiffre que tu portes comme ta croix, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ma croix. Non, ce n'est pas ta croix, c'est la leur, ce qu'ils nous ont laissé. Moi, on ne m'a rien laissé. Ce qu'ils nous ont laissé sur les bras. Sur le dos. J'en ai plein le dos. Le jour où mon avocat m'a appelé pour me dire que la vente allait se faire, qu'on allait acheter l'appartement, j'ai eu mal là. Comme un hameçon planté dans la chair. Je me souviens très bien, j'étais assise sur un rebord en béton du supermarché et tac... Ah! L'hameçon. Je me souviens très bien, c'était en août 2012. Et la douleur ne m'a plus jamais quittée. Elle est détruite. Ainsi soit-il. Alors, si je comprends bien, l'argent que je vous rembourse disparaît. Ça part en fumée comme ça. Et forcément, puisqu'on en crée, il faut bien qu'on en détruise aussi, sinon il y en aurait trop. Création, destruction, jeu d'écriture. Mais pourquoi vous? Parce que c'est moi qui gère les stocks, vos dépôts, votre épargne. Quelle épargne? L'argent que vous gagnez, il faut bien le stocker quelque part. Chez moi. Enfin, je le détiens, mais je ne le possède pas. Les dépôts de mes clients ne m'appartiennent pas, ils sont à mon passif. Vous n'êtes pas propriétaire de l'argent qui est dans vos coffres? Non, Et vous n'êtes pas non plus propriétaire de l'argent que vous prêtez. non plus. J'y crois pas. Et confiance! J'avoue que j'ai un peu de mal là, hein. Je ne vois pas où est le problème. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça fait quand même un drôle d'effet de me dire que je vais devoir travailler toute ma vie pour une somme dont vous ne vous êtes pas privé et qu'en plus je vais devoir payer pour ça. Je me sens un tout petit peu exploitée, vous voyez. D'abord, vous n'étiez pas obligé. Et puis ça va, c'est juste pour votre logement. En Amérique du Nord, tout le monde s'endette pour tout le temps. La santé, les études, le logement, la consommation, tout. La dette, c'est devenu la condition existentielle généralisée. Super, je suis vachement rassurée. Mais dites, si les banques n'ont rien, pourquoi elles peuvent tout? Je n'ai pas rien. Je perçois les intérêts sur tous les crédits que j'accorde. Les intérêts sont à moi et ils sont dans mes actifs. Et c'est énorme. Et puis je fais payer des services bancaires, des pénalités pour défaut de paiement. Je finance aussi des opérations spéculatives sur les marchés qui peuvent rapporter beaucoup. Avec nos dépôts? Non, ça c'est la partie banque d'affaires. C'est séparé? Un peu. Et par ailleurs, je ne peux pas tout. J'ai des devoirs aussi.
Je ne peux pas créer infiniment de la monnaie sous la forme de crédit à n'importe qui, de n'importe quel montant. Il y a des limites. De la monnaie, il m'en faut déjà moi dans ma banque pour assurer les paiements courants et alimenter les distributeurs automatiques. Une vraie plaie. C'est pour ça que mes retraits sont plafonnés? Et puis, il y a des limites. J'ai l'obligation de déposer un pourcentage du dépôt de mes clients auprès de la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires. Combien? Quel pourcentage? Environ 10%. En gros, tu peux émettre 9 fois ce que tu détiens. En gros. Ça laisse une marge, hein? Il faut être responsable. Je dois tenir mon bilan, ne pas prêter à tout va sur des opérations sans garantie. Par exemple? Moi, par exemple, je suis une opération sans garantie. Je ne suis pas salarié, je suis précaire. Insolvable. Je n'offre aucune garantie de remboursement. Donc, à moi, les banques ne prêtent rien. Estime-toi heureuse avec ton crédit de 230 000, je sais pas quoi. C'était parce que je voulais acheter un appartement, hein. Parce que si tu veux financer d'autres trucs, tiens, un spectacle par exemple, bah, tu peux toujours courir. Mais je te parle pas de ça! Il faut quand même qu'on ait quelques garanties. Le théâtre, pardonnez-moi, mais ça n'est tout de même pas très rentable. Des artistes à payer chaque soir. Sans parler des répétitions. Des recettes tout à fait aléatoires. Qu'on doit pour moitié à la salle de spectacle. Bref! Et tout ça pourquoi? Bref. C'est normal de financer plutôt des achats d'appartements. Au moins, si l'emprunteur ne peut pas rembourser, la vente du bien immobilier permet de rendre ce qui est dû. Non mais t'as raison, mais ça c'est super, hein. Oh, génial. Continue à mettre le fric dans le crédit immobilier. Comme ça, on est sûr de maintenir la hausse des prix. Hein. Trop bien. L'argent va là où sont les garanties. Pas de garantie, pas de crédit. L'argent va à l'argent. Pour les fauchés, il n'y a juste plus moyen de se loger. Ah, pendant ce temps, pour les spéculateurs, c'est la fête du slip. Pas leur refuge. Non mais tu parles. L'immobilier, c'est pas seulement une bonne planque, c'est devenu un plan en or. À tous les coups, tu gagnes. Alors pourquoi se priver, hein? Le parc immobilier des capitales, c'est devenu open bar pour les capitalistes du monde entier. Bah oui, c'est procyclique. Et les conséquences? Oh, ça! Plus de 75% des crédits bancaires sont destinés à l'acquisition d'immobilier. Depuis 1900, le prix du logement parisien a été multiplié par 10 000. T'en penses quoi? Attendez, je ne suis quand même pas responsable du fait qu'on ne construit pas assez de logements là où il en faudrait. À Paris, le parc immobilier croît moins vite que la demande, alors forcément, trop peu d'offres, beaucoup de demandes, ça fait monter les prix. C'est la loi du marché. Ça finit toujours par s'équilibrer. Il faut faire confiance. Et toi, t'es confiant? Je suis réaliste. Ça marche comme ça. Il n'y a même que ça qui marche, alors... je marche. Tu profites, ouais. Et toi, t'étais bien contente de trouver un banquier qui te prête 236 000 je sais pas quoi pour acheter l'appartement dont ton propriétaire voulait t'expulser? Et toi, t'es pas content de toucher des intérêts au passage? Et ben voilà, tout le monde est content. Ah ben non, pas tout le monde. Votre création monétaire qui se concentre dans l'immobilier, elle ne va pas dans l'investissement productif. Elle ne crée pas d'emploi. Votre système, il crée du chômage à la chaîne. Et il met les gens à la rue. Je ne peux rien, moi, s'il n'y a pas de croissance. Pas si tu peux. Un peu. À force de n'injecter de l'argent que dans ce qui est rentable, dans la pierre, tu maintiens le marché à un niveau intenable. Tu fais des gens des esclaves, prêts à accepter n'importe quel job de merde, et qui devront rembourser leurs emprunts avec des salaires de misère. Du coup, les gens peuvent pas consommer. Du coup, les entreprises peuvent pas écouler leur production, elles réduisent leur activité, elles détruisent des emplois, et voilà. Chômage, précarité. Eh oh, je fais quand même aussi des crédits aux entreprises quand elles me demandent. Et elles vous demandent? Peu. La conjoncture n'est pas bonne. Les entreprises ont peu de perspectives, elles n'ont pas confiance. Ah ben voilà, la confiance. Et c'est risqué. Et pour moi aussi, c'est risqué. Figurez-vous que quand une entreprise fait défaut, je n'ai presque rien à saisir, pas de garantie. Pas de garantie, pas de crédit. Et si je ne suis pas remboursé, mon bilan passe en négatif et je ne peux plus prêter. Du tout. Plus de crédit, plus de monnaie. C'est mieux pour la croissance. Les cons. Excuse-moi. Excuse-moi pour tout à l'heure. Oh, laisse tomber, ça va. Si j'ai été maladroite, c'est... Non, ça va, ça va. Ah, ça va pas, justement. Je pense que tu vas pas bien. Quoi? Ah oui, t'es très nerveux, très agressif.
Et tu parles pas, tu éructes, tu vocifères. Tu comprends que je sois un peu agacé, non? Mais bien sûr. Oh, là. Bien sûr, dans ta situation, moi Non, aussi. c'est pas juste ma situation. Bon, tu vois, tu comprends pas. Puis j'ai pas vraiment l'impression que vous ayez conscience de ce qui se passe. On est sur un bout du problème, un tout petit bout. Excuse-moi, mais tes soucis de petite propriétaire parisienne, c'est peanuts. Et le monde existe autour, t'es au courant? Et puis la dette, elle est partout. D'accord? Dans toutes les vies. Quand c'est pas pour le logement, c'est pour la consommation. Le crédit revolving à tous les coins de rue, le surendettement à tous les étages, la dette des étudiants quand finit pas de gonfler, on va droit vers le précipice et personne ne s'en rend compte. Tandis que toi, tu es très conscient. Mais c'est-à-dire que je suis concerné. On l'est tous. Je parle pas du même endroit que toi. Ok. Tu es très impliqué, très documenté, mais... Mais quoi? Mais tu t'y prends pas bien. Ça te rend inaudible. Ça manque de douceur, voilà. De la douceur. Oui. Ta manière, elle te rend pas sympa. Faut être sympa. Pour être entendu, c'est mieux. Je vais essayer. C'est sympa. Et vous pouvez pas emprunter, vous? Si, bien sûr, tous les jours, À qui? aux autres banques. C'est le marché interbancaire. Un réseau qui relie les banques entre elles. Pour faire face à leurs besoins de liquidité, pour respecter leur taux de réserve obligatoire, les banques se font des crédits les unes aux autres. Et le risque systémique, c'est là, non? Bien sûr que c'est là le risque systémique. Toutes les banques sont reliées entre elles dans ce machin. Quand une banque fait faillite, elles sont toutes embarquées et s'écroulent les unes après les autres. Du coup, quand ça commence à sentir le roussi, le truc se crispe. Elles ne se prêtent plus entre elles, elles n'ont plus de marge de manœuvre, elles ne font plus crédit à leurs clients. Et paf, récession. Mais qu'est-ce qui se passe si toutes les banques ont besoin de liquidités en même temps? Elles se tournent vers la banque centrale. Et la banque centrale injecte des liquidités. Elle prête massivement aux banques commerciales pour renflouer leurs réserves. On peut à nouveau faire des crédits. Ouais. Mais c'est génial, alors on peut avoir autant de monnaie qu'on veut. La banque centrale est la clé de tout. La banque centrale peut tout. Elle n'a pas de problème de liquidité, elle est la liquidité. Et ben voilà, tournée générale, money for everybody. Hey, t'emballe pas, hein, ça marche pas comme ça. L'argent qui est injecté dans le circuit, c'est pas pour everybody. C'est plutôt pour les happy few. Et c'est quoi ça, les Happy Few? C'est les acteurs des marchés financiers, les traders, les gros actionnaires. Eh oh! Depuis la crise des subprimes, on n'a pas arrêté. Les banques centrales ont injecté des milliards de milliards dans le système. Et tout est parti de la spéculation financière. Dans les bulles spéculatives, la monnaie. Et vive l'économie casino. Mais dans l'économie réelle, personne n'en a vu la couleur. Eh mais ça va pas, c'est n'importe quoi ce système. Il faudrait que la banque centrale donne de l'argent aux gens, aux vrais gens. Mais surtout pas. C'est ultra inflammable, c'est comme de l'essence. Si t'en déverses trop dans tout le système, les prix flambent. Ça, c'est pas vrai!
Il n'y a aucune corrélation. Ah bon? Non, aucune. Il y a trop de monnaie dans l'économie. L'argent perd de sa valeur et les prix augmentent. C'est l'inflation. Et c'est grave? L'hyperinflation, oui. C'est ce qui est arrivé en Allemagne dans les années 20. En piste! C'est au sortir de la guerre. L'État allemand est ruiné, exsangue, endetté. Alors la Banque centrale se met à monétiser les déficits. Elle fournit massivement les banques en monnaie et les banques écoulent cette monnaie dans l'économie. Ce flot d'argent irrigue tout le circuit, faisant monter les prix et puis les salaires. Et puis l'épargne aussi, les thésaurisateurs thésaurisent. Mais ils angoissent aussi, car ces montagnes de marques valent de moins en moins chaque jour. Alors ils les écoulent, ils les échangent contre des dollars, dont la valeur monte, et tandis que le cours du marque s'effondre, les prix s'envolent, les billets ne valent plus rien, souvent même on les brûle pour s'échauffer, ça revient moins cher que d'acheter du bois. Alors la Banque centrale injecte de nouveaux billets, des billets de plusieurs milliers, de millions de marques, mais plus personne n'en veut puisque leurs valeurs font comme neige au soleil. Et voici que dans les campagnes, on ne veut plus rien vendre aux habitants des villes contre ces bouts de papier qu'on trimballe en poussette. Alors dans les villes, la famille de menace, viennent les émeutes, les razzias, les affamés des villes déboulent dans les campagnes. Ils attaquent les véhicules à main armée. Stop! Ça suffit! Tu joues plus? C'est pas ça l'histoire. Ça, c'est la légende dorée gravée dans les manuels scolaires. Et voilà, tu vas encore t'énerver. Non, je veux bien essayer de rester calme. Mais là, on raconte n'importe quoi. C'est pas la Banque centrale qui est responsable de la hausse des prix en injectant trop de monnaie. Monsieur, je sais tout a une autre explication. Oui, la baisse du marque sur le marché des changes, ça n'a rien à voir avec la Banque centrale, ce sont les spéculateurs qui ont joué le marque à la baisse. Ils l'ont liquidé partout où ils ont pu. Ils ont fini par liquider l'économie allemande avec. Non? Bon, apparemment, tout le monde s'en fout. Toujours la faute des riches, hein. Les vilains spéculateurs, les gros méchants capitalistes. Et les responsables politiques, pas foutus de contenir la fuite des capitaux et de prélever correctement l'impôt. C'est caricatural. C'est juste un autre point de vue sur l'histoire. Et l'histoire, c'est plus compliqué que ça. Ce sont des rapports de force. Ce sont des synergies Ça complexes. s'appelle la lutte des classes! Tous les agents économiques sont responsables. Tous. En 22, en Allemagne, tous les vendeurs augmentent leurs prix. Tous les salariés exigent d'être mieux payés. Tout le monde veut se débarrasser de ses billets de banque le plus vite possible. Ils sont tous coupables. Ils font tous pareil. Ils s'imitent tous les uns les autres. C'est la scène originelle. Comment ça, la scène originelle? Le trauma primitif du peuple allemand. C'est depuis l'épisode de l'hyperinflation des années 20 que l'Allemagne est traumatisée par le débat de l'inflation. Non? C'est pour ça qu'elle a configuré l'euro en monnaie austéritaire. Pas question de laisser filer l'argent. Mais le principal objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Et tant pis si le peuple en crève. Mais bon, apparemment, ça aussi, tout le monde s'en fout. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Ah. Et donc? Donc je reprends. C'est la scène originelle. Parce qu'on y voit la vérité nue. La vérité première de la société marchande. Le désir de richesse. À l'état brut, sauvage, sans la discipline de la monnaie. Il y a le marque quand même, il y a une monnaie. Mais plus personne n'en veut. Ça ne marche plus comme monnaie parce qu'on n'y croit plus. On n'a plus confiance. Donc, on s'en débarrasse. On l'élimine peu à peu du circuit et on cherche la richesse ailleurs. On cherche une autre référence au milieu du chaos. Un repère, un étalon. Le dollar, donc. Pour finir, oui. Mais d'abord, confusion, violence. Chacun s'oppose aux autres pour faire passer en force sa définition de la richesse. Une mesure qui soit favorable à ses intérêts.
Plus de normes monétaires, plus de notions de valeur. Chacun est perdu dans des estimations contradictoires et s'en remet finalement à ce qu'il pressent être la préférence du groupe. Il accumule ce qu'il pense que d'autres voudront accumuler. Il cherche à trouver sous quel masque se cache la richesse véritable. Encore le dollar. Parce que tout le monde a l'air d'en vouloir. On s'observe, on se surveille, et ce que le voisin fait, on le fait aussi. Peu à peu, un accord se produit. Une définition commune de la richesse prend forme et l'unanimité ainsi obtenue se reproduit mécaniquement et perdure. C'est un peu perché quand même, hein. Si tous les acteurs partagent la même croyance, celle-ci s'auto-réalise automatiquement. Preuve que ce qui compte n'est pas le contenu de l'objet élu, mais bien le fait d'être choisi unanimement par tout le groupe. L'objet élu acquiert ainsi le statut d'institution socialement reconnue. Et cette forme socialement reconnue de la richesse, on la nommera monnaie. J'ai pas compris le rapport avec l'hyperinflation allemande. Et confiance. La confiance, tout est là. Super. Mais oui, la confiance, bien sûr, tout est là. Quand les Allemands n'ont plus cru en leur monnaie, elle s'est écroulée, elle est morte. Ça ne tient que par ça, parce qu'on y croit. Fascinant. Édifiant. Quelle leçon. Vous voyez où ça mène de douter de la monnaie? Ce chaos. Arrête, hein. S'il te plaît. Le problème, c'est pas le doute, c'est le désir. Le problème, c'est le soupçon. Avec vos doutes, vos critiques, vous mettez l'économie à genoux parce que vous tuez la confiance. C'est ça, alors il faut se taire. Hein? Obéir. Croire. Puis vous laisser faire, surtout. Pour que vous continuiez à vous enrichir sur notre dos. Et voilà. Le soupçon. Toujours le soupçon. Je peux pas faire société avec des gus pareils. Ah, de fait, il n'y a manifestement pas de place pour tout le monde. Le problème, c'est pas le doute, c'est le désir. Ce foutu désir sans limite. Le désir de richesse. Et bien sûr, le désir de richesse. Quoi d'autre? En société marchande, la richesse, ça te protège de tout. C'est comme un talisman. Un talisman? Et quoi donc lui procure un tel pouvoir? L'unanimité. La certitude que tout le monde en veut. Qu'on pourra donc l'échanger à tout instant contre ce qu'on veut. Tout ce qu'on pourra vouloir. La monnaie, c'est le désirable absolu parce que c'est parfaitement liquide. Ça prend la forme que tu veux puisque c'est toujours échangeable, puisque tout le monde en veut. Tu vois la boucle? Cette perfection. C'est parce qu'ils en veulent tous. Ils en veulent tous. D'une perfection. Un piège, oui. Un puits. Et moi dedans, tout au fond. Ça va mieux? Et pourquoi? Oh, je demande juste. J'essaie d'être sympa. Comment veux-tu? Vos cerceaux, vos ballons, là, c'est bien mignon. Et moi, ma dette, elle est pas en plastique, elle est pas en couleur. Ma dette à moi, c'est 25 ans de boulot pour enrichir un banquier. Plus jamais le choix de lever le pied. La course au fric jusqu'à ce que mort s'en suive. Si je tiens jusque-là, et c'est pas gagné. Hé, là tu dramatises. J'ai menti. Dans mon dossier pour l'emprunt, j'ai menti. Il y avait des cases à cocher concernant mon bilan de santé, j'ai triché. Avez-vous subi récemment une opération liée à un cancer? J'ai coché non. Je me sens coupable. Tu n'es pas coupable d'avoir été malade. Mais pas de ça! Coupable! Coupable de devoir autant. J'ai l'impression d'être une gamine, irresponsable, incapable de gérer sa vie. Tendre la main, demander de l'aide. Eh, c'est pas mon truc, ça, hein? Et maintenant, obsédée par le fric, moi, obligée de faire des heures sup pour pouvoir rembourser? Alors que vraiment, travailler plus pour gagner plus, ça non plus, c'était pas mon truc, tu vois? Non, mais c'est pas moi, ça! Ma tête, elle me défigure. On en est tous là, tu n'y es pour rien. Justement, c'est encore pire. Comme on soit tous là à faire tourner cette machine folle pour l'éternité. Débiteur à perpétuité.
Écoute, même sans ta dette personnelle, tu es débitrice. Eh, on est tous débiteurs. On est né endetté dans la dette publique, comme un liquide amnétique. C'est comme le péché originel. On est né avec, on le transmettra à nos enfants, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout pète. Puisqu'on en est tous là, que tout va finir par péter, on ferait pas mieux d'arrêter, d'effacer? On n'en prend pas le chemin. Et vous voyez les Grecs où ils en sont. Tout un pays mis sous tutelle, dépecé, vendu aux prédateurs parce qu'il était devenu insolvable. L'effacement de la dette n'a pas seulement été envisagé, il n'a même pas été demandé par le gouvernement grec lui-même. Tabou! Péché originel, je te dis. En fait, c'est religieux. C'est tout comme. Et tout repose sur la croyance. La croyance dans la monnaie. Celle-là et pas une autre, avec sa liturgie, celle-là plutôt qu'une autre. Création monétaire par les banques privées sous la seule forme du crédit. Traçabilité de la dette. Culpabilisation des débiteurs. Et puis ça marche, tu vois, tu te sens coupable. Ouais. Et donc, je fais quoi? Je prie? Je fais pénitence? Non. Tu réfléchis. Pas le temps, il faut que je bosse. Tu vois la boucle? C'est la perfection. Mais sors-en, bordel! Vois comment c'est fait, à quoi ça tient, comment tout le monde marche et se fait rouler. Renseigne-toi! Dès qu'on m'explique, ça me tombe des yeux. Ça me fout la gerbe, la nausée, le vertige, je te dis. Eh ben dis-le! Dis ça! Que ça te fait gerber! Dis-le! Mais même ça, parler de ça, de l'argent, de mon rapport à l'argent, de ma dette, en fait, je trouve ça obscène. Et moi aussi. Mon insolvabilité, elle est obscène. Tu crois quoi? Que j'en parle? Que je peux en parler? Alors on fait quoi? On prie? On fait pénitence? Ce dont on ne peut pas parler, c'est cela qu'il faut dire. Quoi? Ce dont on ne peut pas parler, c'est cela qu'il faut dire. Tu vas me le payer, ça je peux te dire que tu vas me le payer. Bien fort, pense aux enfants. Les enfants, tu y as pensé aux enfants quand t'as commencé à avoir cette poule. Ne parle pas d'elle comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai donné. Moi aussi, je me suis donné pour toi. Je t'ai donné pour toi, oui. Ah ça pour ta carrière, t'étais à fond, hein. Moi pendant ce temps-là, je t'ai pas seulement donné des enfants, je t'ai donné du temps pour les élever. Je sais, je t'en sais gré. Je te l'ai déjà dit, j'en ai conscience, je sais ce que je te dois. Tu le verras. Arrête avec ça. 8 000 €. Tu me donneras 8 000 €. Quoi? Ça va pas? T'as perdu la boule? Comment ça, 8 000 €? Et puis c'est complètement arbitraire. Pourquoi 8 000? Pourquoi pas 12 000? Pourquoi pas 50 000? Eh ben tu vois, je suis bonne, j'abuse pas. 8 000. Parce que c'est pas abusé de demander à être payé pour élever ses propres enfants? Œil pour œil. Ah d'accord. La vendetta. Eh ben ça va être joli pour les enfants d'avoir des parents pareils. Pas de cadeau. Comme toi, avec moi, t'as toujours exigé qu'on fasse 50-50 pour les remboursements, pour l'appart, alors que je gagne moins que toi. T'as une idée de ce que ça m'a fait, à moi? Eh ben c'est ça l'égalité. C'est pas ça que vous voulez? Ne vous vois pas, je suis pas les femmes, je suis ta femme. On n'est pas mariés. Je suis la mère de tes enfants. Ne crie pas. Tu me paieras.
mais l'horreur. J'ai l'impression d'être un bœuf qu'on achète. Si je t'achetais comme un bœuf, je pourrais te revendre. Tu vois bien, je ne t'achète pas. Quand même. Tes parents payent quelque chose pour que je t'épouse. Pour que tu m'épouses, oui, et que je t'épouse. Que je prenne soin de toi. Si je t'achetais comme un bœuf, je n'aurais pas le devoir de prendre soin de toi. Et de nos enfants, j'espère. Et de nos enfants, bien sûr. Si j'achète quelque chose, c'est le droit de dire que ces enfants seront mes enfants. Et pas ceux d'un autre. Ça ne s'achète pas, ça. Non. C'est pour ça qu'on donne ce collier. Ça ne vaut que pour ce qui ne s'achète pas, ne se rembourse pas. Ce qui est sans prix. D'une valeur si exceptionnelle que tout paiement est impossible. Oh, mon amour. Dans les sociétés traditionnelles, avant l'économie marchande, la monnaie provient presque toujours au départ d'objets essentiellement liés à l'ornement de la personne. Perles, plumes, coquillages, dents de chien ou de baleine, or ou argent, ils procèdent de la parure et permettent de transformer un corps nu en un être socialement convenable. La monnaie primitive n'est pas un moyen de payer ses dettes, c'est une manière de reconnaître l'existence de dettes impossibles à rembourser, des dettes de vie. On peut l'appeler monnaie sociale car elle fonde un système économique sous ce nom d'accumuler les richesses, mais de créer, détruire et redisposer les êtres humains. Détruire? On utilisait exactement la même monnaie pour payer le prix du sang, ce qu'on offre après un meurtre à la famille de la victime pour prévenir une vendetta. Ça ne me rendra jamais mon père, ça ne vaut pas sa vie. Non, mon amour, bien sûr. Ça ne peut absolument pas être une compensation pour la perte de ton parent assassiné. C'est exactement ce que ça exprime. C'est la reconnaissance d'une valeur si exceptionnelle que tout paiement est impossible. Ce qui est sans prix. Voilà. Ça me fait une belle jambe. Une belle parure, mon amour. Une belle parure. Dans les sociétés sans État, la monnaie primitive ne sert donc pas à acquérir des biens matériels, mais à reconfigurer les relations sociales. C'est une manière d'obtenir une forme de paix. Le mot payer, ce n'est pas un hasard, vient d'ailleurs du mot pacifier. Faire la paix. Mais quelle paix! Non, mais ça, c'est dans les sociétés primitives, dans les sociétés sans État. Oui. Partout où il y a de l'État, il y a de la monnaie idéale qui sert à acquérir des biens matériels. Comment ça, idéal? C'est juste une idée, c'est une unité de compte, c'est un jeu d'écriture. Oh non, encore? Oui, mais là, c'est l'origine. L'invention de l'écriture et l'invention du crédit. L'origine de la monnaie. En même temps? On invente l'écriture pour pouvoir tenir des comptes. Cela se passe en Mésopotamie, 2000 ans avant notre ère, dans les cités-États sumériennes. L'économie est hyper centralisée, avec une administration très puissante qui collecte et redistribue les richesses produites par l'agriculture et l'élevage. Il y a des registres au palais, tenus par ceux que l'on appelle les maîtres des nombres, qui inscrivent les créances et les dettes. Elle n'en met pas comme ça, là. Comme ça. Hé, d'où tu viens, toi, avec tes grands yeux? D'Anatolie, Ah, de l'autre côté du Tigre! de l'autre côté de l'Euphrate. Il vient d'arriver. Il n'a pas l'air de vouloir repartir, hein. Tu aimes ici? Ah, ici, ça marche bien, tout marche bien. Les gens sont bien, j'aime bien. C'est bien. La vie est douce, les champs fertiles. Enfin, c'est du travail, tout ça. Il a fallu creuser les canaux pour irriguer. T'as pas connu avant, toi? Moi non plus, d'ailleurs. Je suis pas si vieille. Et on m'a raconté. C'était désert, tout ça. Du sable, perte de vue. C'est bien les canaux. Oui, enfin, quand ça ne déborde pas. Parfois, il pleut des jours et l'eau monte dans la ville. On voit la marque sur les murs. T'as pas vu la marque? Non. Eh ben, l'eau monte dans la ville et les champs sont noyés, la récolte est perdue. C'est depuis la dernière inondation que j'ai plus vu mes enfants. Ça va faire 1 an. Moi, pareil. Avec la moisson perdue, j'ai pas pu payer l'ardoise. Quelle ardoise? Non, c'est pas une ardoise. C'est une tablette d'argile.
tient la note de ce que tu dois. Ou l'épicier, ou le maçon, ou le propriétaire, enfin, celui à qui tu dois des Schenkel. Les Schenkel? Oui, c'est notre monnaie. C'est avec ça qu'on paie. Et ça ressemble à quoi? Je comprends pas la question. Bah, votre monnaie, là, c'est fait avec quoi? C'est quoi? Ah, c'est rien, c'est des chiffres. On sait compter, nous. Mais vous comptez avec quoi? Bah des traits, des bâtons dans l'argile. De l'écriture, quoi. Tu sais écrire, toi? Non. Eh ben, t'as intérêt à apprendre si tu veux pas te faire avoir. Si tu travailles pour le temple, tu reçois un shekel par mois. Ah, donc je reçois de la monnaie. Et ça ressemble à quoi? Non. Tu reçois 2 rations d'orge par jour, 60 par mois. Et ça vaut 1 shekel. C'est ça qu'on écrit. Et si tu vas à la taverne pour boire une bière, le tavernier écrit ce que tu dois en Schenkel aussi. Ah. Mais je le paie avec quoi? Avec ce que t'as. Enfin, quand t'as quelque chose. Un meuble, de l'orge, de l'huile. Du yaourt. Et pour bien faire le compte, on traduit tout en Schenkel. Le chiffre qu'on grave dans l'argile, c'est le chiffre en Schenkel. Et on te fait crédit jusqu'à ce que tu puisses payer. Voilà. Enfin, faut pas que ça dure trop longtemps, hein. Parce que si tu restes trop longtemps sans payer parce que t'as plus de quoi. Quand la moisson est perdue à cause des inondations, par exemple, et que tu peux pas payer ton fermage. Hein? Quand tu peux pas payer le propriétaire des terres que tu cultives. Et ben là, on te prend ton enfant. Mais qui ont? L'État? Mais non, celui à qui tu dois. Le propriétaire, là. Eh ben, il te prend ton enfant, tes enfants si tu lui dois beaucoup, et ça lui fait du personnel gratuit. Les miens, ils sont depuis l'année dernière. Moi, pareil. Et ça devrait plus durer longtemps maintenant. Parce que tu vas pouvoir payer avec la moisson. Mais non, parce qu'il va y avoir un mardi. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Un mardi. Annulation de toutes les dettes. Vous annulez les dettes? Pas nous, le roi. Quand les dettes se sont accumulées partout, que les enfants sont placés en gage chez les créanciers, que la colère gagne parce que les pauvres s'appauvrissent à cause d'une mauvaise récolte qu'ils y sont pour rien, eh ben le roi fait un mardi. Sinon, les paysans se mettent à quitter la cité pour aller rejoindre les nomades des confins du désert. C'est dangereux, parce qu'ils menacent la ville de revenir et faire des pillages. Alors le roi, il a pas le choix, hein. Il fait un mardi. Ça veut dire liberté. Enfin, littéralement, ça veut dire retour chez la mère, parce que les enfants retenus pour dette peuvent rentrer à la maison. On efface tout. On brise les tablettes d'argile. Ardoise à 0. Il est bien, votre roi. Tous nos rois font ça, depuis... Je sais pas. Depuis toujours, sinon ça marcherait pas. Sans un mardi, les dettes s'accumuleraient, se transmettraient de génération en génération. Les pauvres seraient de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. On s'en sortirait pas. Ce serait horrible, t'imagines? C'est vraiment absurde. On pourrait travailler toute une vie si le ciel n'y met pas un peu du sien, que les sécheresses ou les pluies jouent de malchance. Eh ben on se retrouverait asservis à dette à jamais, esclaves à vie, et nos enfants après nous. Faut vraiment être barbare. Ah ouais. Voici donc comment les Sumériens de Mésopotamie ont inventé l'écriture, le crédit, la dette et son antidote, à marger. Vive la Mésopotamie! Vive la Mésopotamie! Ce principe qui permettait d'annuler les dettes en les effaçant purement et simplement s'est développé ailleurs. On le retrouve en Égypte où il a laissé de fameuses traces. La pierre de Rosette, la fameuse pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Savez-vous ce qui est écrit dessus? C'est une annulation de dette pour tous les débiteurs au IIe siècle avant notre ère et c'était signé Ptolémée V. Vive Ptolémée V! Partout où les échanges commerciaux se sont développés, des crises de la dette se sont multipliées, menaçant l'ordre social comme en Mésopotamie. Mais dans la Grèce antique, on n'a pas du tout fait le même choix que les Sumériens pour en sortir. Les problèmes étaient les mêmes. Les pauvres, leurs femmes et leurs enfants étaient les esclaves des riches. C'est une citation d'Aristote. Des factions révolutionnaires sont apparues qui réclamaient des amnisties. Annulation des dettes! C'est une citation des factions révolutionnaires. Mais on a opté pour une autre méthode.
Au lieu d'institutionnaliser des amnisties périodiques, on a adopté des législations contre l'asservissement pour dette. Et pour prévenir les crises futures, on a choisi la politique d'expansion. On a envoyé les pauvres fonder des colonies militaires outre-mer. Alexandre le Grand! Alexandre le Grand, partant à la conquête de l'Orient, saisissant les trésors perses et fondant les cités helléniques. Astucieux le coup des cités! On y implante le prolétariat misérable qui végétait dans Macédoine. Ça résout pas mal de problèmes d'endettement. Et puis, on ouvre de nouvelles routes commerciales. Les échanges se multiplient, on répand la culture, la civilisation. Mais t'as pas dit pour la monnaie. Quoi, la monnaie? T'as pas dit que ça y est, il y a la monnaie qui circule, des pièces frappées comme aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. La monnaie frappée sert à payer la solde des soldats. On la diffuse sans peine dans l'économie puisque le paiement de l'impôt ne peut se faire qu'avec cette monnaie. Les populations conquises cèdent sans hésiter leurs marchandises contre ces pièces avec lesquelles elles paient à l'Empire qui vient de les assujettir leurs taxes, leurs amendes et toutes sortes d'impôts. Les prisonniers de guerre sont les esclaves parfaits pour accomplir le travail que faisaient les asservis pour dette. Les esclaves fournissent une main-d'œuvre très productive pour extraire dans les mines l'or et l'argent dont on a besoin pour frapper les pièces. Le processus s'auto-alimente parfaitement. On ne peut que s'ébobir devant la parfaite adéquation entre l'économie monétaire et la guerre. Et Bobby, c'est le mot. Vous n'avez pas le droit! Moi j'ai une épée. Vous êtes ignoble! Nous sommes une armée. Bah, pourquoi t'appelles maman? Arraché à nos terres, on ne reverra jamais, maman. Oh, mais on s'en sortira, va, Tout ce Sorette! qu'on lui doit, maman. Toutes ces années. Tout ce lait. Des centaines de litres sortis de ses mamelles. Sa chair et son sang dont elle nous a nourris, tous ces soins qu'elle nous a prodigués pendant nos petites années. Tu vas pas compter ça! Ça commencera. Mais tu peux pas compter ça! Tu ne dois pas, il ne faut pas! Anecdote. Joyeux anniversaire, mon grand. Merci papa. Te voilà majeur. Oui, C'est un jour important. oui. C'est un jour important pour moi aussi. Voilà. Merci. C'est quoi? Tout. Tout ce que tu m'as coûté. Ah oui, quand même. C'est tout. du quoi? Tout ce que tu me dois. Cette histoire est vraie et se termine tristement. Le fils régla la facture à son père et ne lui adressa plus jamais la parole. Ils ne se revirent plus jamais. Et c'est sans doute au fond ce que le père avait voulu. En lui demandant de régler cette dette, il suggérait qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec son fils. Nos dettes fondent des liens qu'on peut rompre par l'argent. Mais alors, l'argent nous sépare et nous sommes seuls. La société marchande réalisera cette séparation complète des individus les uns par rapport aux autres. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous sommes dans l'Antiquité. Et le grand Alexandre, Alexandre le Grand, à mesure qu'il étend son empire par ses conquêtes, étend partout l'usage de la pièce de monnaie frappée.
Partout où il va, il s'empare des réserves d'or et d'argent déposées dans les temples en guise d'offrande, il frappe de la monnaie et il exige que les impôts dus à son nouveau régime soient payés avec ces pièces. En quelques mois, il déverse sur le marché des espèces qui avaient été accumulées pendant des siècles. C'est n'importe quoi. Quoi, n'importe quoi? Bon, le gros message, là, comme quoi, la dette, c'est super, ça crée des liens, tandis que le paiement comptant, ça nous sépare. Les liens, ça sert. Ça sert à quoi? Non, je veux dire, ça sert, on est serré là. Oui, c'est ça. Et puis c'est pas comme si la dette faisait des liens super non plus, ni les endettés des braves types, hein. Regarde les conquérants. Eh ben quoi, les conquérants? Alexandre le Grand. Ouais. Alexandre, il avait que des dettes à la mort de son père. Mm. Et les conquistadors de la Renaissance, Ouais. hein, et ben pareil, endettés jusqu'à l'os. Mexique, 1518. C'est qui là? C'est Cortés. Hernán Cortés. C'est tout? Je peux pas faire mieux. Attends, une fois que j'ai remboursé mon cheval et mon arbalète, il me reste plus rien. Et moi, ça suffit même pas. Mon épée, 50 piastres. Le chirurgien qui m'a refermé le bras, 1000 piastres. Je peux pas payer mon escopette. Son quoi? Ça quoi? Une escopette. C'est un genre de pistolet. Là. Chut. Oh. Chut. Là. Plus un esclave par personne. Non, mais attends, non, mais le compte y est pas. Même en vendant au prix fort sur le marché des esclaves, j'en suis encore ma poche. C'est bien la peine de se donner du mal, tiens. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Vous savez ce que je dois, moi? Ce que ça coûte une expédition pareille? Le bateau, l'équipage, tout le reste. Là, vous me faites marrer avec vos 50 piastres de dette. C'est 500 000 que je dois, moi. Et on fait quoi, du coup? Pas de choix. On continue. Vers l'ouest, il y a encore des terres à conquérir. De l'or, de l'argent. Attends, c'est pas mon métier d'aller creuser la mine. C'est hyper dur. Ce n'est pas toi. Les Indiens. Ah. Ok. Bon bah, on y retourne. On y retourne. Oh. Allez, avance. Ah! Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? La même chose qu'ici. Prendre les terres, soumettre les peuples, leur coller des impôts. Prêter de l'argent à intérêt, exiger le remboursement par le travail? À la mine, ouais. Vous êtes des brutes! Ah non. Nous, on est chrétiens. C'est vous, les sauvages. C'est votre Dieu qui dit ça? Ferme-la! De toute façon, je comprends pas ta langue. Pendant ce temps-là, à Gênes. Quelle vue, mais quelle vue! Quand un navire entre au port, nous sommes les premiers à le voir. 8 étages, ma chère.
Et richement décoré. Les étoffes... Viennent des Indes, assurément. Vous avez vu ces merveilles. éblouissantes. Vous semblez ne manquer de rien. Les affaires vont plutôt bien, oui. Antonio, mon époux, est le banquier de la couronne d'Espagne. De Charles Quint? Mhm. Est-il bien fiable? Avec tout l'or qui lui vient des Amériques, il a des garanties. Tout de même. À votre place, j'aurais peur. Pour notre capitale? Pour sa vie. À qui? À Antonio, votre époux. Quelle idée! Ne savez-vous pas ce qui est arrivé aux Templiers? Quel Templier? Les chevaliers du Temple qui finançaient les croisades avec des lettres de change payables en liquide à Jérusalem. Mais c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a... au moins... 2 siècles. N'empêche, quand le roi Philippe le Bel s'est trouvé trop lourdement endetté, il a torturé les chefs des Templiers. Et puis il les a exterminés, tous. C'est ce qui arrive. Quand un roi ne peut pas rembourser ses créanciers, c'est toujours plus simple de les liquider, de confisquer leurs biens. Pourquoi imaginer le pire? Principe de précaution. Et puis je n'imagine rien. Je n'ai rien inventé, c'est écrit dans les livres. Vous perdez votre temps à ressasser ces légendes des temps barbares. Ce n'est plus ainsi qu'on en use. Croyez-moi, c'est nous qui avons la main désormais. Et votre palais, ma chère, ça avance? Oh, nous aurons, nous aussi, nos 8 étages. Votre époux, Giovanni, Giovanni, est dans la banque aussi? Dieu l'en garde. Dans l'assurance. Ah, c'est pour ça. Le prêt à la grosse. À la grosse? La grosse aventure. Vous devriez lire les vieux grimoires. C'est une affaire ancienne. Les expéditions maritimes. Mon époux prête aux armateurs la valeur de leur cargaison. Si la cargaison arrive à bon port, l'armateur rembourse à mon époux le capital et lui verse des intérêts. Si le navire fait naufrage, l'armateur garde le capital. Il est assuré. Voilà, c'est tout. Et il y a souvent des naufrages? Infiniment moins que d'expéditions. Déjà, la route des Indes était une belle affaire, mais là, avec les Amériques, on ne sait plus où donner de la tête. Au 8e étage, je me ferai faire un bassin, je pense, un bel écrin de marbre. Je le ferai venir de Carrare. Nos époux devraient se rencontrer. Mais d'avis qu'ils auraient beaucoup à se dire. Au printemps, le palais sera fin prêt. Nous ferons une fête et nous vous y recevrons. Et puis, je vous montrerai mon joli bassin de marbre. Quelle délicieuse perspective! Ciao! 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 Antonio! Ah, c'est pas lui. Non, lui, c'est Philippe d'Orléans. Versailles, 1715. 1715? Oula. Sire! Non! Moi, je suis le régent. Le dauphin n'a pas 5 ans, un peu frêle pour s'occuper d'un tel merdier. Régent! Monseigneur le régent. Pardon, je suis écossais. On m'a dit oui. Sire, Sir, sœur, l'eau. Las. On dit Las. John Las. Oui, bon, peu importe, John. On me dit que vous proposez votre aide. Je me suis laissé dire que votre défunt roi, Louis XIV, n'avait pas laissé les finances de l'État en une très bonne posture. C'est le moins qu'on puisse dire. Combien? À combien s'élève la dette du Trésor royal? Je peux faire des miracles, mais comme un médecin, il me faut connaître la gravité du mal. 3 milliards de livres. De dette. Les guerres du roi Soleil nous ont ruinés. Recette. 69 millions.
Dépenses. 132 millions. Et vous, formidable. Il vous manque 10 années de recettes fiscales. Formidable! Et vous avez déjà taxé ce qu'il y avait à taxer et saisi ce qu'il y avait à saisir. On a même mis en prison quelques banquiers pour diverses malversations. Enfin! La banqueroute menace. Voilà. C'est la situation idéale pour expérimenter mes propositions. Les mêmes que celles que vous avez faites au roi de Sicile? Et à Louis XIV. Ils avaient refusé. Ils ont tous refusé jusqu'ici. Et cette pusillanimité me nave. Il faut de l'audace pour se tirer d'un mauvais pas et de la créativité pour faire des affaires. Vous êtes banquier? Mon père l'était. Je le suis devenu aussi, mais à ma façon. Je suis un aventurier, un voyageur, un mathématicien du futur, un inventeur... Bon, au fait! J'y viens. C'est à Venise que j'ai compris. Là-bas, les négociants ne s'encombrent plus de monnaie métallique. Ils déposent leur or et leur argent dans des banques et ne commercent plus qu'avec du papier. Du papier comme monnaie? Du papier monnaie. Plus pratique. Ils favorisent les affaires, facilitent le commerce et augmentent les profits. Mais nous ne sommes pas commerçants, nous sommes l'État. Nous n'avons rien à vendre. Mais vous avez tout à gagner. Plus la monnaie circule, plus l'économie est prospère et plus vos recettes s'accroissent. La croissance. La croissance. Et donc, concrètement? Laissez-moi créer ma banque. Je l'appellerai la Banque Générale. Vos sujets y déposeront leur or et leur argent contre du papier-monnaie. Ces billets circuleront à toute allure, par centaines, par milliers. Nous y prendrons notre part. Et puis, nous créerons la Compagnie d'Occident en absorbant la Compagnie des Indes. La Compagnie d'Occident? Oui. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? L'avenir. Une société par action. Avec les colonies, la croissance promet d'être infinie. Nous vendrons à vos sujets une part du rêve colonial. Misez sur le Mississippi. Le blé y pousse à merveille. Le blé. Notez cela. Investissez en Louisiane. Les semences y rendent au centuple. Ah, ça sonne bien. N'est-ce pas? Vous garantirez ma banque. Je financerai votre budget et les impôts seront prélevés en papier-monnaie. Banque! Oh. Paris, 1789. Égalité mes fesses. Ils t'ont pas laissé entrer? Même pour écouter simplement, rien à faire. Tu parles d'une assemblée nationale, hein? Ah. Ça c'est trick pour savoir si on doit siéger avec la noblesse, avec le clergé. Mais alors siéger avec les femmes, ça les effleure même pas. Bah, on lira les comptes rendus dans le journal. Comme si je savais lire. Bah, je te les lirai, moi. Laisse tomber, j'ai mon espion. Ton joli cœur. Hum. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Ils ont confisqué les biens du clergé. Ça fait dans les 2 à 3 milliards de livres. Voilà qui va enfin pouvoir éponger la dette du trésor. Public. Du trésor public. Eh, c'est public, c'est à nous. Ah, c'est à eux. Oui, bon, ils vont émettre du papier gagé là-dessus. Du papier monnaie. Non, c'est pas vrai. Bah quoi, c'est pas bien? La dernière fois qu'on a fait ça, pendant la Régence, ça a viré au n'importe quoi. Hey, pas les pattes, citoyen. Bah, ma colombe, t'es pas colère? Appelle-moi citoyenne. Ton histoire de papier-monnaie, là. Tu les assignats? Et ça. Eh ben, c'est pas une belle idée. Vas-y, explique-lui. Le système de l'as, ça vous dit quelque chose? De... Las.
Donc, vous savez qu'ils avaient émis bien plus de billets qu'ils n'avaient de réserve. Oui, oui. Et que les actions de leur compagnie coloniale, ils ont fait une orgie. Ça s'est changé à des 18 000 livres, 36 fois le prix de départ. Aucun rapport avec la valeur réelle. Hein? Et quand il y en a eu un pour s'apercevoir que c'était du vent, que les colons en Louisiane s'étaient jamais quelqu'un pris de justice, qui avaient embarqué pour échapper aux galères, qui étaient tous tombés malades à cause du climat qui était malsain, bah il a bien vite voulu retirer son or. Et comme c'était le prince de Conti, qui avait misé une belle fortune et qui passait pour bien informé, ils ont tous voulu retirer leur or en même temps. Requin-Campois, ça fait une émeute. 17 morts on a ramassé par terre à la fin de la journée. Et je vous dis pas le nombre de gens ruinés. Elle en sait des choses, hein. Citoyenne, vous n'avez rien compris. Enfin, nous, c'est pas du vent. C'est gagé sur le bien du clergé. C'est du solide. Et comment vous garantissez que vous n'en émettrez pas plus que la valeur des biens? Que ça va pas faire une belle bulle qui va nous éclater à la figure? Si c'est pas du vent votre affaire, c'est un joli brouillard! Alors, crois-tu pas que les femmes feraient mieux de siéger avec vous à l'Assemblée plutôt que de rester au nid comme des poules? Certainement pas. Et pourquoi? Parce que vous broyez comme des oies. Ah, toi, tu parles pas, tu éruques, tu vocifères. Ça, tu vois, ça donne pas envie de siéger avec toi. Elle est belle, votre révolution, tiens. Et votre assemblée, tu sais quoi? Elle sent le vieux garçon malpropre. Et vos assignats, là, je leur donne pas 10 ans avant qu'on les brûle en place publique. Elle n'avait pas tort. L'inflation, la surproduction des assignats, sans parler des contrefaçons que la contre-révolution avait fait circuler pour couler le système, ont eu raison de ce papier-monnaie. Mais il n'avait pas eu que des défauts. Il a empêché la faillite de l'État, il a permis de réduire la dette du Trésor, il a bouleversé l'ordre social en créant une nouvelle bourgeoisie foncière, désormais propriétaire des biens du clergé. Nuance. Ce qui a permis l'effacement de la dette, c'est son annulation. En 1796, le ministre des Finances promut une loi annulant les 2/3 de la dette publique. À mardi? Non, non, c'est qu'une partie de la dette. Et de la dette publique seulement. Laissant des centaines de créanciers floués et traumatisés. Oh, bah c'est bien fait pour eux, voilà. Comment ça, bien fait? Les créanciers, ce ne sont pas des êtres humains. Ils n'ont pas droit à ta compassion. Eh oh, c'est des histoires d'argent, hein. C'est pas des histoires de vie ou de mort. Alors appauvrir un tout petit peu les riches, ça les tue pas. Et ça fait de la justice sociale. Justice sociale, tu parles. Et les créanciers, c'est pas forcément des grosses fortunes. Mes grands-parents, tiens. Ils avaient placé tout leur argent dans les emprunts russes. Toutes leurs petites économies. Lui, il était jardinier, elle cuisinière, pas des bourgeois, tu vois. À l'époque, c'était la mode, il n'y avait pas de retraite, alors ils ont tout mis là-dedans pour leurs vieux jours. En 17, il y a eu la révolution russe. Les bolcheviks ont saisi les banques et annulé la dette. Et mes grands-parents se sont retrouvés là, sans un sou de côté, avec leur pauvre bout de papier sans valeur. Ok, c'est moche pour tes grands-parents. Non mais c'est moche. C'est parce que c'est unilatéral. Les annulations de dettes qui craignent sont celles qui sont décrétées unilatéralement et qui concernent qu'une catégorie de dettes seulement. Ou pire, une catégorie de créanciers. Toutes les fois où les rois chrétiens ont annulé les dettes dues à des juifs. Ou même quand on a carrément fait des pogroms pour s'en débarrasser. Ouais, ça craint, c'est sûr. Ça craint. Pourtant, en Mésopotamie, c'était bien. À Mardi, ça marchait bien. Oui, c'était bien, mais c'est parce que c'était tout le système qui était purgé. Toutes les dettes, de tous les agents économiques, à l'échelle de toute la société. Et c'était bien avant la mondialisation. Mais c'était bien avant le capitalisme. Ah, c'était bien avant le péché originel. Oui. C'était pas coupable d'être pauvre. Et la dette, c'était pas une faute morale. Faut vraiment en sortir. Sortir de la dette. De l'argent! Faut sortir de l'argent, putain! Faut se débarrasser de cette saloperie, faut abolir la monnaie! Alors ça, tu vois, c'est vraiment une idée à la con. Depuis la nuit des temps, partout sur la Terre, les sociétés ont formé des monnaies. Monnaie sociale ou monnaie marchande. Monnaie de plume ou monnaie de plomb. Monnaie idéale ou monnaie matérielle.
Toutes les sociétés se sont toujours accordées sur une unité de compte, une mesure commune. Roupi, Quasha, Sam, Soum, Sommeli. C'est comme le langage, c'est vieux comme l'échange. Et c'est le seul moyen Birloti, Medical, Nafka, Peseta, de choisir librement Dollar, ce que l'on entend posséder et ce dont on veut se défaire. Dollar, Euro, Dollar, Yen, euro, yen, Dollar, euro, yen, Dollar, 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 Il faut intervenir, Monsieur le Président. L'opinion n'y est pas prête. Avec la dette que nous traînons, l'austérité depuis des années, ils ne comprendraient pas de telles dépenses. La guerre coûte cher. Mais elle rapporte. Dois-je vous rappeler notre rang en matière de vente d'armes? Quand notre économie se porte bien, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la croissance, et la croissance, c'est bon pour les recettes fiscales. Les recettes fiscales, c'est bien cela qui vous manque, n'est-ce pas? Vous n'imaginez pas à quel point. Nous n'en finissons plus d'emprunter et d'emprunter à nouveau sur les marchés pour compenser notre déficit. C'est devenu grotesque. La totalité des impôts sur le revenu est absorbée par le service de la dette. C'est pourquoi j'insiste, Monsieur le Président. Une bonne guerre. Vous savez bien, ça secoue un peu, mais ça resserre les rangs. Et puis, au-delà de la dépense immédiate, ce sont de belles recettes qui s'annoncent. Songez-y. J'y songerai. Et ne tardez pas. Le temps presse. Le temps presse. Peut-être. Désolé, faut que je bosse, tu sais bien. J'ai pas de balai. Allez hop! Du balai. Eh, oh, c'est pas de la monnaie qu'il faut se débarrasser. C'est des politiques monétaires pourries. Mais tout le problème, c'est dans les règles du jeu. Les règles pour accéder à la monnaie et les règles de création de la monnaie. Eh ben tu vois, pour accéder à la monnaie, il n'y a rien de mieux que le travail. Eh ben tu vois, ça aussi, c'est une idée à la con. Sympa. Il se prend pour un rentier l'autre. Un producteur de valeur. Avec ou sans emploi, on produit tous de la valeur. De la valeur, oui. Bah, des liens, des échanges, des services. Vivre, c'est s'activer, toujours. Non? Et la société pourrait rémunérer ça. Comme ça, sans condition. Salaire à vie. C'est juste un exemple, hein. C'est une idée qu'on pourrait essayer. Dans ce modèle, le salaire à vie, de 18 ans jusqu'à ta mort, tu es salarié, quoi que tu fasses. Super. Et tu trouveras qui pour passer le balai s'il n'y a plus besoin de bosser pour gagner sa vie, rembourser ses dettes, payer un loyer. Eh ben, il y aura plus de dettes et il y aura des gens qui voudront passer le balai quand même. Tu viens? Je vais te montrer. Salut toi. Ça va? Alors, les petits, ça pousse? Non, ça peut pousser. Et la petite fait ses dents, c'est l'enfer. T'as des enfants, toi? Oui, dans ce monde-là, oui. Bienvenue. Et
Et toi, t'as un théâtre? Oui. Ça va, c'est pas trop dur? Ah non, c'est du boulot, mais je suis pas tout seul. Ah bah ouais, t'as des employés. Elle vient d'où? De très très loin. Alors, il n'y a plus d'employés. Plus d'employeurs. Plus de marché de l'emploi. Tu veux voir quelque chose? Il y a du jus de fruits? Oui. Je mets 2 jus sur ma note. Ça marche. Ah, t'as une note! Donc une ardoise, donc il y a des dettes. Oui, il y a des dettes comme ça. Du crédit, on tient des comptes, quoi. Ah non, il n'y a plus de crédit à intérêt. Plus de banque privée. Il y a plus de banquiers? Bah non. Plus d'actionnaires, surtout. Comment vous faites? On n'a plus besoin d'emprunter pour investir, ni pour se loger. Eh, vous gagnez tous des fortunes ou pas? Non, même pas. Moi, ça fait 10 ans que je suis au même niveau de salaire. Ça me suffit. Et puis, surtout, j'ai pas envie de me refarcir une commission. Comment ça, une commission? Alors, une commission, c'est pour passer d'un niveau de salaire à un autre. Tu passes devant une commission. Tu présentes ton parcours, ce que tu as accompli comme réalisation professionnelle, tout ça. Ce que tu as créé comme valeur. Si t'es convaincant, tu montes en qualification. Et si t'es pas convaincant? Tu stagnes. Moi, j'ai foiré mon passage en commission. Oh, c'est pour ça que tu passes le balai? Ouais. Enfin, non, je suis pas puni, hein. Mais je fais des ménages parce que c'est une méthode pour réussir mon prochain passage. Les trucs pénibles, les tâches un peu ingrates que les gens font pas spontanément, c'est hyper valorisé par le jury. Ça te permet de grimper plus vite. Non mais c'est quoi ce jury? Attends, c'est flippant, c'est l'État qui décide de ça? Du niveau de salaire de chacun, genre dirigisme, économie planifiée, tout le monde marche au pas. Mais Oui, il y a des représentants de l'État, mais pas que. C'est un collectif, avec des représentants de la société civile, des usagers, Des citoyens tirés au sort. et puis des spécialistes dans ton domaine de compétences. Et toi, c'est quoi ton domaine de compétence? Moi, je suis sur les technologies innovantes. Oui, on avait monté une affaire, un truc autour des téléphones mobiles solaires. Un chouette projet, hein. Mais ça a capoté. On n'était pas très fort sur la durée d'autonomie. En hiver, tu pouvais guère téléphoner plus de 20 minutes par jour. Côté progrès technologique, en revanche, vous n'avez pas beaucoup avancé, hein. Mais c'est pas grave. Pas grave. Mais pour la montée de ta boîte, t'as bien dû mobiliser du capital. T'as fait un emprunt, non? Non, j'ai fait un dossier auprès de la caisse d'investissement. Moi, j'ai l'impression que c'est du solide. C'est la première fois qu'il dépose un dossier. Attends, je vérifie. Ouais. Zénitel? Ouais. C'est pas très heureux quand même, hein. Zénitel, c'est... Bah si, Zénith. Zénith, le soleil, quoi. Première fois, ouais. Tu vois, c'est bien ciblé, il y a une vraie demande. Production locale, une alternative sérieuse à l'importation, il y a un gros effort sur les énergies propres. Hein. Non, c'est bien. On n'a pas déjà un truc comme ça? Non, dans la région, non. Bon. Mais c'est pas le problème, je vous l'ai déjà dit, c'est sur le plan technologique que c'est fragile. De toute façon, toi, t'es toujours méfiant sur les premières demandes. Bah, c'est risqué. Bon, je crois qu'on a déjà entendu tous les arguments, ça fait des heures qu'on y est. On pourrait pas clore la délibération. Un dernier point, les collectivités locales. Avis favorable. L'impact est jugé positif. Bon. La délibération est close, on va passer au vote. Qui est pour? Et j'ai eu ma subvention. Ouais. On a lancé le truc. Super aventure. Mais finalement, on s'est fait doubler par une autre boîte, plus performante. On vendait plus rien, du coup, on a dû arrêter. Et la subvention? Et tout l'argent public investi là-dedans? Et bah, c'est la boîte concurrente qui a récupéré notre appareil de production. Bah, c'est normal. C'est frustrant, mais s'ils sont meilleurs, c'est normal. Enfin, du coup, j'ai foiré mon passage en commission pour la qualification. Non, mais ça va. J'ai toujours mon salaire. C'est juste que je suis resté au même niveau. Et pour ton logement, tu galères pas trop? Bah non, je suis propriétaire de mon appart. Mais j'aimerais bien m'acheter un bateau. Avec ma copine, on pourrait faire de la voile.
Oh, ça va. Il est propriétaire de son logement, alors... On est tous propriétaires de notre appartement. La propriété lucrative est interdite, mais la propriété d'usage, non. Non, mais ce délire... On dirait que ça te choque. Un peu. Et toi, c'est quoi ton domaine de compétence? Moi, j'ai décidé de m'occuper de mes enfants tant qu'ils sont tout petits. Je retournerai dans un collectif de travail quand la petite aura 5-6 ans. Ah bah ouais. Bah ouais, c'est cool. Vu que de toute façon, t'as un revenu. Un salaire. Je suis rémunéré pour la valeur que je produis. Élever mes enfants, ça produit de la valeur. Et des dettes de vie. Ah, ça, t'y couperas pas, mon vieux. Tes enfants te devront toujours quelque chose. Oui, je sais. Et je sais aussi ce que je dois à mes parents. Non, alors, cette dette-là, elle ne s'achète pas. Elle ne se vend pas. Et on ne doit rien au capital. Je me demande comment vous avez fait pour faire avaler ça au capitalisme. On s'est débarrassé du capitalisme. Excuse-moi. Tu veux... Je peux te demander un service? Tu veux pas lui expliquer? Il faut que je file. Donc depuis le début? Ah, ouais, moi c'est l'heure du bain de la petite. Dis donc, moi aussi, il faut que je file. Ouais, tes petits sont tout seuls? Non, avec leur mère, mais je rate jamais le bain, c'est trop chouette. Elle aussi, elle a arrêté de bosser pour s'occuper des mômes. Oh, c'est du boulot, tu sais. Ah ça, je sais, hein. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Vous avez tué les capitalistes? On leur a arraché la définition de la valeur. Ça n'a pas été une mince affaire, hein. Il a fallu batailler, ça a pris du temps. Une fois qu'ils perdaient ça, ils perdaient tout. Maintenant, la valeur, ce qui est rémunéré, si tu veux, c'est ce qui vaut vraiment pour tous, pour longtemps. Du coup, on vit mieux, on produit mieux, tout le monde y gagne. Sauf les capitalistes. Ouais, ça... Les entrepreneurs avec un vrai projet, ils sont avec nous, hein. C'est les actionnaires qui sont partis, les parasites. On s'en passe très bien. Mais... vous les payez comment? Je veux dire, vos salaires à vie, vous les financez avec quoi? Par la cotisation. Comme pour la Sécu? Bah ouais, pour la Sécu, pour les retraites, pour les fonctionnaires. En fait, vous aviez déjà trouvé le truc, simplement il fallait le généraliser. Simplement. Ouais, non, je dis pas que ça a été simple, hein. Comment t'expliquer? Je te montre. Regarde. Il est désormais très clair qu'on ne tolérera plus cette classe politique qui a organisé sa propre dépendance au marché de la finance, en lui donnant tous les droits. Et d'abord, celui de décider en lieu et place du peuple des politiques publiques. Qu'on ne tolérera plus que l'essentiel des dépenses publiques soit consacré au service de la dette, au détriment systématique des dépenses socialement utiles. Et pour dire les choses nettement, de la dette née de la crise financière, nous déclarons ceci. Nous n'en sommes pas comptables. Et nous ne la paierons pas! Alors que s'achève le 74e jour d'occupation du jardin Marcel Proust en bas des Champs-Élysées, ce sont désormais des centaines de tentes qui ont envahi les allées, les trottoirs où des assemblées se tiennent chaque jour pour décider de la vie du campement. Initiée par une poignée d'individus ne se réclamant d'aucune organisation politique, cette mobilisation a été rejointe par le mouvement des étudiants sans logement et a reçu le soutien massif du syndicat des travailleurs pauvres. Nul ne sait combien de jours s'écouleront encore avant que le gouvernement ne décide d'évacuation par la force de cette occupation sauvage de l'espace public.
Il faut dire que les forces de l'ordre, en nombre insuffisant du fait des défections en chaîne qu'on y observe depuis plusieurs semaines, sont largement mobilisées par des opérations de sécurisation des quartiers périphériques, où les jours d'émeutes se succèdent sans qu'on puisse tirer un bilan ni du nombre de blessés, ni de l'ampleur des dégâts matériels. Nous vivons une époque historique de surendettement généralisé. Ce surendettement, qui concerne tous les agents économiques, est le produit même du néolibéralisme. Les ménages se surendettent sous l'effet de la compression des salaires. Les entreprises se surendettent pour financer leur activité. Les banques se surendettent pour relancer encore le niveau de leurs opérations spéculatives. Les États se surendettent sous le dogme de la réduction des impôts et par abandon de recettes fiscales pour les riches. De cet énorme stock de dettes, il va bien falloir se débarrasser. Il est temps de changer d'époque. L'histoire atteste abondamment que vient un jour où la bête débitrice n'en peut plus et se libère de sa servitude d'un geste souverain qui envoie les créanciers au diable. Promulgué aujourd'hui, l'état d'urgence économique a fait l'effet d'une bombe sur les places boursières du monde. Les frontières sont désormais fermées à la circulation des capitaux pour empêcher les fuites que les premières mesures fiscales annoncées n'ont pas manqué de susciter. La Banque centrale est d'ores et déjà réquisitionnée et l'on attend dans la journée la promulgation officielle de la liste des personnes élues pour être les membres du collège décisionnaire qui pilotera son fonctionnement. L'Assemblée citoyenne, à l'issue des travaux délibératifs et du vote de clôture des débats, déclare que le peuple, souverain en toute matière qui concerne la collectivité, est seul habilité à arbitrer les règles relatives à la création monétaire. Celle-ci ne saurait être détenue ni décidée par les acteurs économiques privés, auxquels est désormais soustraite la possibilité d'émettre des crédits à intérêt. Les caisses d'investissement, en relation avec la Banque centrale, sont désormais les seules instances légales de création monétaire. Le PCN, parti pour un capital libéré, vient encore d'essuyer une lourde défaite dans les urnes ce soir. Il semblerait que les intérêts qu'il représente, ceux des investisseurs militants pour un retour à l'ordre monétaire ancien, ne soient plus en nombre suffisant sur le territoire national ayant préféré l'émigration vers des pays plus hospitaliers pour le capital. Nos voisins européens ayant opté pour la plupart pour des politiques économiques de sortie du capitalisme, il leur faut désormais changer de continent pour pouvoir espérer exercer le fameux droit à la richesse dont ils ont fait leur slogan de campagne manifestement sans succès. Non mais arrête là, j'ai tourné. Encore? C'est pas possible, t'es enceinte. Hein. C'est une drogue ton truc. C'est pas un bon trip? Si, mais c'est la descente qui me fait peur. Faut qu'il retourne. Et il y a du boulot. Ben tiens, prends ça. Ça aide. Ah, ils viennent de ton époque, hein. Tout est écrit. T'as rien inventé.